la canicule, je vais vous épargner qu'il faut boire, enfin tout ce qu'on entend depuis 3 jours, qu'il y a le... Voilà, c'est la petite... C'est normal d'ailleurs sans doute de répondre à cette... Bon, mais justement, vous qui réfléchissez sur la société, chère Eugénie Bastier, ce moment de canicule qui dure 3 jours, bon, et qui met visiblement, comme lorsqu'on a un épisode de neige pendant 2 jours, qui met la France visiblement par terre. Le rapport à la nature, est-ce qu'on peut pas se dire simplement, ben oui, c'est effectivement, c'est pas agréable, on fait un effort, ce qu'on faisait jadis, on prend sur soi, lorsqu'on est fragile, ben on reste chez soi, on se met à l'ombre. En fait, toutes les choses de bon sens qui existaient, et on peut comparer avec 1976, la société ne réagissait pas de la même manière. J'ai lu ce matin Le Parisien, le titre c'est Le Supplice. Oui, bon. Le supplice, peut-être que les mots ont un sens. Non mais Pascal, là où je... Non mais peut-être que les mots ont un sens. On peut quand même se mettre d'accord sur le fait que ces épisodes sont de plus en plus fréquents. Il y a quand même eu, il y a eu je crois, une vingtaine d'épisodes de canicule entre 1947 et 2000, et il y en a eu une vingtaine entre 2000 et 2025. Mais... Donc il y a la fréquence de ces épisodes. Moi je trouve qu'on n'est pas assez préparé. Enfin, pardonnez-moi. Mais préparé de quoi? On n'est pas préparé à la nature. Mais non, mais à la nature. C'est un rapport au monde. Non, mais vous ne pouvez... Dans les EHPAD, dans les écoles, vous voyez, par exemple, l'école. Je prends un exemple, mais l'école de mon fils cet après-midi, on me demandé de récupérer les enfants parce que il fait 40 degrés dans les classes. C'est invivable pour les enfants. Je suis désolée pour les crèches. Moi, j'ose même pas dire ce que je pense. Je vous assure, j'ose même pas dire. Et pourquoi on tolère dans les bureaux? Pourquoi on tolère pas dans les écoles? Il n'y a pas de climatisation. Alors qu'il y en a dans tous les bureaux. C'est l'extrême droite selon Marine. Les bureaux, et je trouve que on n'est pas préparé. Eugénie Bastier, je vous assure. On n'est pas préparé, c'est tout. D'abord, ils peuvent aller ce jour-là, pourquoi pas dans la cour, faire une autre activité. Et la cour, il fait 50 degrés. Mais la question, c'est est-ce que quelques jours d'extrême chaleur dans l'année justifient de payer 3 milliards pour généraliser la thune dans toutes les écoles? Pas 3 milliards, c'est pas 3 milliards. Tu peux mettre. C'est plus cher de rénover les bâtiments. Comment faisaient les anciens? Il y avait moins d'épisodes de canicule. Non, dans le sud de la France, il faisait très chaud. Dans le sud de la France, je veux bien qu'à Paris, ce soit nouveau. Vous avez des bâtiments en pierre qui conservaient la fraîcheur. Alors que là, aujourd'hui, vous avez des bâtiments en béton qui sont extrêmement... Alors écoutez, Madame Vautrin, mais je veux dire, là encore, je vais vous dire, c'est une nouvelle fois un débat générationnel comme tout. Vous êtes d'une certaine époque, vous êtes une jeune mère aujourd'hui, c'est comme ça. Je pense que le rapport... On a la clim sur ce plateau, on est 40 degrés. Le rapport à la nature, le rapport à cela, me semble-t-il, était différent avant. C'est simplement ça que je veux exprimer. Je veux bien qu'on climatise toutes les écoles pour 3 jours ou 4 jours. Mais 3 jours, je dirais pas la même chose si c'était... Qui sont de plus en plus fréquents, et je parle pas que des écoles, je parle des hôpitaux, des EHPAD. Non, mais les hôpitaux sont climatisés. Les EHPAD ne sont pas tous climatisés. Vous avez une salle parfois pour les alors les EHPAD, effectivement, les EHPAD doivent être climatisés. Ça me paraît important. Sont pas tous, je vous propose d'écouter ce que disait Madame Vautrin. Mais écoutons Madame Vautrin. Il faut s'adapter aussi. Écoutez Madame Vautrin. Moi, ce que je peux affirmer ce matin, c'est que dès le mois d'avril, nous avons mis en place les organisations pour la canicule, que le 16 juin, mon ministre auprès, Yannick Neuder, a réuni l'ensemble des agences régionales de santé. Nous avons fait également un suivi avec une conférence pas plus tard qu'hier. Vous avez vu que nous avons eu un comité interministériel de crise et tous les plans sont prêts à être déroulés. Quand l'hiver, vous entendez parler du plan blanc quand il y a la grippe, nous avons le même principe quand il fait très chaud. Donc il y a des soignants en plus qui ont été rappelés. Il y a une organisation des services qui permet autant que de besoin de renforcer. Aujourd'hui, quand il n'y a pas de patients dans les lits, ça n'est pas utile, mais pour autant le plan est prêt de façon à ce que si nous avons besoin, nous puissions monter en fonction des besoins de la population. Marine Le Pen a tweeté « Il est grand temps que la France déploie un grand plan d'équipement pour la climatisation. Je le lancerai dès notre arrivée au pouvoir, alors que les vagues de chaleur seront hélas régulières. Les services publics ne sont pas capables de fonctionner faute de climatisation, contrairement à des dizaines de pays dans le monde. Hôpitaux, écoles, maisons de retraite, transports publics, etc. ne sont pas équipés, alors que ces lieux accueillent des Français particulièrement sensibles à la chaleur. » Marion Maréchal, fermer les écoles plutôt que de les climatiser, voilà encore un non-sens très français. Nous sommes le seul pays au monde qui refuse dogmatiquement de s'adapter à la chaleur. En plus, la climatisation, je ne suis pas sûr que ce soit toujours très agréable avec les inconvénients de la climatisation. C'est pas de chaleur quand même, là.
Oui, parce qu'on est le pays le plus équipé par rapport à l'Italie ou à l'Espagne. Le mot dogmatique est très important, il me semble, dans cette déclaration, puisqu'on a en effet affaire à une écologie qui est totalement punitive, pénitentielle. On dit aux gens, souffrez plutôt que d'installer la clim, alors même qu'on a l'énergie la plus décarbonée d'Europe et qu'on a un trop-plein de solaire à absorber. Et la clim pourrait tout à fait le faire. En fait, ce qui est intéressant, c'est combien de jours en France, combien il y a eu de jours de canicule l'année dernière en 2024 ? Combien ? 0. Il y en a eu 0 ? Bon, il y en a eu 0. On prévoit quand même d'ici 2050 une vingtaine. Oui, non, mais on prévoit. Moi, je veux bien qu'on prévoie, mais moi, prévoir, ça me plaît pas en fait. Parce que moi, je vous sors ce qu'on disait en 89. Moi, je prévois pas. Je demande ce qui s'est passé l'année dernière. Moi, je vais vous dire un truc, Pascal. Je vous ai dit les chiffres. En 25 ans, il y a eu 2 fois plus de canicules qu'en 50 ans. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. S'il y a 2 jours de canicule et que ça fait 4, c'est pas grave. Des épisodes qui sont de plus en plus fréquents. Ça ne veut pas rien dire. L'année dernière, il y a eu 0 jour de canicule. C'était une année exceptionnelle. Enfin, dans les tendances des 25 dernières années, il y a eu beaucoup d'épisodes de canicule. En 2010, il y a plus de canicule. Mais sans doute. Mais combien de jours il y a de canicule à Paris ? Pascal, la canicule de 2003, elle a duré 15 jours, elle a fait 30 000 morts. Je vous assure, je ne nie rien du tout. Je mets en perspective. Le désordre climatique, il est réel. Quand vous allez à la campagne, les arbres tombent, la nature souffre. On ne parle pas de ça, on parle de la climatisation. Ça dont on vous n'avez pas climatisé les arbres. Le climat change, que vous vouliez ou non. Ce n'est ni réac ni progressiste de dire cela. C'est un constat que tous les agriculteurs font, par exemple. La nature est en train de changer sous l'effet du climat. Mais Pascal, pourquoi on tolère pas un sujet que naturel, c'est un sujet politique. Les bureaux sont climatisés. Parce que là, pourquoi si vous dites qu'on peut souffrir, on n'enlève pas la clim dans les bureaux. Parce qu'on a du mal à il y a 50 ans, il n'y avait pas de clim dans les bureaux. Pourquoi on tolère pour les bureaux ce qu'on ne tolère pas pour les écoles c'est quand même dingue. Dans les bureaux, on travaille. Dans les écoles, les pauvres enfants, ils sont obligés de. C'est des enfants, vous êtes la seule mère de famille qui a encore des enfants à l'école, soit dit en passant. Ce que je vous propose, c'est d'écouter ce que disait Marion Maréchal. Si vous voulez, c'est qu'on a vraiment le sentiment que rien ne marche dans ce pays, pas même la gestion de la climatisation, quoi. C'est quand même affligeant. C'est-à-dire que on sait aujourd'hui, on est capable de l'anticiper qu'il va y avoir un coup de chaud sur la France, et on n'est pas capable de faire en sorte que les étudiants et les élèves puissent être en classe dans de bonnes conditions, sur des prétextes qui sont totalement fallacieux, parce qu'on nous explique que la climatisation ferait augmenter le taux, on va dire, de carbone dans l'atmosphère, alors qu'on sait que c'est un système électrique et qu'aujourd'hui, l'immense majorité de l'électricité française est fournie par le nucléaire, qui est une énergie décarbonée. Et ce qui me fait rire surtout, c'est que j'imagine tous ces fonctionnaires à l'origine de ces décisions qui, eux, sont planqués dans des bureaux bien climatisés et qui imposent aux enfants d'être à 30 dans des classes avec 37 degrés à l'extérieur sans climatisation. Donc tout ça est quand même une belle hypocrisie. Bon, écoutez, il y a consensus sur la climatisation, c'est une bonne chose. Si tout le monde de la climatisation, c'est un petit peu... On accepte des choses pour les enfants qu'on n'accepterait pas pour les adultes. Les adultes ont la clim dans les bureaux. Et les enfants, on les laisse crever de chaud. C'est très intéressant. C'est le public les plus fragiles. Et les profs qui font des métiers difficiles. Il y a 2 théories qui s'affrontent, en fait. Il y a ceux qui disent il faut combattre le réchauffement climatique, les écologistes. Voilà, il faut prendre des tas de mesures. Et ceux qui disent non, il faut s'adapter au réchauffement climatique. En gros, aujourd'hui, on n'est plus capable de corriger quoi que ce soit. Il faut donc s'adapter. Il faut donc prendre des mesures qui permettent d'avoir plus de fraîcheur, dont la climatisation. Mais les écologistes sont vent debout parce que s'adapter, finalement, c'est... Ils veulent pas de la climatisation, les écologistes. Les écologistes veulent pas de la climatisation. C'est pour ça que je suis étonnée de cette convergence des luttes avec Marine Tondelier. Ils veulent qu'on souffre. Ils veulent qu'on souffre pour qu'on expie les fautes, que le capitalisme expie. Parce qu'ils disent que ça pollue. Aujourd'hui, elle est responsable de ça. Alors moi, je suis pour la climatisation. Alors là, à fond. Non, mais moi, ce qui me gêne, c'est le rapport au monde. En fait, c'est le rapport à la nature. Mais parce que nous, regardez dans ces studios, nous sommes climatisés, c'est bien que nous avons vaincu la nature. C'est pas 5%, c'est 1,15%, j'ai vérifié. Joachim Le Floch, IMAD. Ça montre, là encore, que les écologistes sont totalement hypocrites. Le fait d'augmenter la climatisation n'aura absolument aucun impact au niveau macro sur les émissions de gaz à effet de serre. Ce que je veux vous dire, je l'exprime sans doute mal, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on a aujourd'hui, en fait, on est victime et coupable. En permanence, on a ce rapport au monde donc, qui peut me chagriner. Bon, ça dure, si ça durait 3 mois, je ne dirais pas la même chose. Mais bon, demain, c'est terminé. Voilà, c'est ça que je veux dire. Quand je vois ce matin le mot, effectivement, du Parisien, supplice... Bon, je me dis peut-être qu'il y a d'autres mots, mais peut-être que je me trompe sans doute. Je vois que Vincent Herouet n'est pas d'accord. Donc, si, je suis complètement d'accord. Le côté pleurnichard de l'écho
à ces petites épreuves que nous offre le quotidien, c'est affligeant. Bon. On a l'impression d'un pays tellement fragile, tellement faible. On a des ministres qui sont devenus des nounous. Minables, on a des ministres qui sont des nounous maintenant. Voilà, c'est ce qui me marque, c'est que politiquement, on a une répétition, la mise en scène de l'État qui vous dit qu'il faut boire de l'eau, des pictogrammes, moi je préférerais qu'il y ait moins de pictogrammes et moins de conseils et qu'on fasse des trucs efficaces du genre climatiser les écoles. Alors, il y a un traumatisme 2003 avec consensus, on prend la décision à l'instant, on climatise les écoles. Mais ça coûte moins cher que les plans de rénovation. Vous savez, il y a 500 millions d'euros qui ont été dépensés pour rénover les écoles. Et dans des écoles où on continue à crever de chaud. Donc, je me méfie quand même de la surfacturation de la commande publique. Il faut un problème d'exception si on voulait mais rénover. Vous savez ce que c'est l'alternative que proposent les écolos? Alors la mairie de Paris propose un plan volé. Un plan volé. Donc il faudra ajouter des volets et végétaliser 10% de la capitale parisienne. Vous imaginez les milliards que ça coûterait? Est-ce que l'Élysée est climatisé? Je ne suis pas sûr. C'est une bonne question. C'est un vieux bâtiment. Matignon n'est pas climatisé. Matignon n'est pas climatisé. Ah non, Matignon, moi je suis allé à Matignon. C'est pour ça qu'ils dorment. C'est pour ça que la productivité. Je crois que c'est vieux bâtiments. Il doit y avoir des climatiseurs d'appoint. Je vous assure. Non. Moi je suis allé à Matignon une fois et. Vous savez, c'est un impact énorme. Ne vous inventez pas. Non, ce qui est très étonnant, c'est qu'il n'y a pas ce débat sur le chauffage, par exemple. Le chauffage, pas chauffé non plus. En hiver, tout le monde et les écologistes admettent que on puisse se chauffer. Mais en été, quand il fait très chaud, on puisse se rafraîchir. Bon, alors là, les gens. Allez, Jordan Bardella, changeons de sujet et parlons de Christophe Glaise. Alors Christophe Glaise, c'est absolument passionnant parce que comme c'est un journaliste qui est retenu en Algérie, complaisance vis-à-vis du régime algérien, après Sansal, Glaise. Donc la presse, on parle pas trop. Et c'est vrai que l'équipe, il n'y a rien dans l'équipe. Ah ben l'équipe, ils sont très ennuyés. Je peux vous dire l'équipe que si Christophe Glaise était à Moscou, il y aurait 3 pages tous les jours. Il y aurait 3 pages tous les jours. J'avoue que je comprends pas. Je vous l'avais dit. Un joueur sportif, c'est le foot. C'est quand même un exemple invraisemblable d'arbitraire. Le type, il va faire un espion. C'est un type qui va faire un reportage sur une équipe de foot. Mais je suis bien d'accord avec vous. C'est délirant. Ils sont pas suspects d'exploitation comme Brian Sansal. Il avait fait une conférence sur la décolonisation du foot. Bon, voilà. Je pense que Libération, ils sont surtout en retard. Il y a des climatiseurs individuels à Matignon, Élysée et dans beaucoup de ministères, me dit Louis de Ragnel. Mais c'est quoi un climatiseur individuel? C'est une machine sur roulette qui se branche, vous savez, sur le courant électrique et qui ventile de l'air. Oui, mais alors c'est comme les chauffages d'appoint. Vous avez une grosse boîte blanche, moins efficace, une clim généralisée. Mais ça vous fait rafraîchissez vous, Pascal? Comment je me rafraîchis? Comment ça, comment je me rafraîchis? Pendant la canicule. Mais il vit ici. Il vit ici. Il dort ici. Voilà, il a donné. Il vit ici. Il fait vrai. Ça convient d'ailleurs. Comment? On est content d'être là. Mais bien sûr. Non, mais parlons pas de ça. Non, mais comment tu te rafraîchis? Tu te rafraîchis pas, en fait. Voilà, tu fais comme tout le monde, tu prends une douche d'eau froide et puis t'en fais pas un drame. Il faut pas faire ça. Voilà. Mais en revanche, pour les personnes fragiles, tout ça, oui, j'entends bien sûr. Mais quand tu es en bonne santé, quand tu as cette chance, tu dis oui, c'est pas agréable, effectivement, pendant 2 jours, il fait très chaud. Et là, je dors mal, oui, je dors mal. Exactement. Il a mal dormi? Bon. Oui, il a mal dormi, ça se voit. Bon, écoutez, genre... Il est grognon. Je suis pas grognon, mais... Je veux dire, il a très mal dormi. Mais vos enfants, ils ont dormi comment? Ils pleurent. Mieux que moi. Oui. Alors en plus, c'est pas agréable pour vous dans cette situation particulière. Alors là, je suis bien d'accord avec vous. Et ça, c'est une situation que aucun homme ne connaîtra. Et là, alors je suis en empathie à 100% avec vous dans cette affaire. Jordan Bardella, écoutez-le sur Christophe Glaise. Je note que dans cette affaire, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le silence du président de la République. Ça a été vrai dans cette affaire, ça a été aussi vrai depuis plusieurs mois dans l'affaire Boualem-Sansal. Et on a un peu le sentiment que, à l'égard de l'Algérie, le président de la République, M. Macron, fait preuve d'une docilité, d'une complaisance et d'un esprit de soumission. On se souvient en 2017 qu'il était allé jusqu'à considérer devant la presse algérienne que la colonisation avait été un crime contre l'humanité. Et depuis cette date, il y a une succession de reniements et de faillites à l'égard de l'Algérie. Bon, ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, l'Algérie se fiche complètement de la France. Hein. Là, on piétine une fois Sansal, une fois Glaise. Alors là, ils n'en ont rien à faire. Hein.
Là, si on avait une espérance que là... Je crois que c'est notre ami Geoffroy Lejeune qui disait hier, le dernier succès diplomatique de la France à 30 ans. C'est vrai ? C'était quoi ? L'Irak. La guerre d'Irak, 2003. Le dernier succès, je ne sais pas à quoi il fait référence, mais c'est vrai que c'est pas si facile que ça de trouver un triomphe évident, la diplomatie française Sarkozy, comme ça. Sarkozy en Géorgie. Il y en a sûrement, il y a eu des réussites quand même. Il y a des gens qui travaillent au Quai d'Orsay qui n'est pas climatisé. Non, ce qui est frappant là, c'est l'échec effectivement cinglant. C'est-à-dire que non seulement dans le tête-à-tête, on a rechigné à rentrer dans le rapport de force, on s'est déballonné, mais en plus, la France n'a pas trouvé les moyens, n'a pas trouvé les alliés nécessaires à Moscou, à Pékin, à Washington surtout, ou en Afrique, pour faire pression sur les geôliers et faire libérer Sansal. Si nous, notre dialogue avec l'Algérie était à ce point miné, on devait faire appel à nos amis, à nos appuis, pour essayer de trouver les moyens de le faire libérer. Bon, regardez, Meloni a réussi à obtenir la libération de sa compatriote, de l'Italienne qui était détenue à Téhéran. Elle a fait comment ? Elle est passée par la Maison-Blanche. Nous, on était incapables de trouver ce genre de relais. Alors écoutez ce qu'a dit Noëlle Lenoir tout à l'heure, Noëlle Lenoir qui est la présidente du comité de soutien à Boualem Sansal. Exactement. Ancienne ministre et première femme membre du Conseil constitutionnel. D'ailleurs, je ne sais pas si elle était au courant. J'imagine qu'elle l'était. Parce que depuis un an, Christophe Glaise... Alors ça, c'est la véritable histoire. C'est la bonne question. C'est qu'effectivement... Depuis mai dernier, donc Christophe Glaise est retenu en Algérie. Mai dernier. Mai 2024. Voilà, 2024. Ça fait un an. Oui, personne n'était au courant. Personne n'était au courant. La famille voulait la discrétion. Sauf que les autorités étaient évidemment au courant. Ouais. Et depuis un an, quand vous rembobinez le film, et que vous... Donc, le comité de soutien n'était absolument pas au courant. Noëlle Lenoir n'était pas au courant. Elle a rencontré toutes les autorités à Paris. Le comité de soutien a été en dialogue permanent avec l'Élysée, Matignon, le Quai d'Orsay, la place Beauvau, etc. Personne ne leur a dit, le secret a été scellé. Mais ce qui est frappant, c'est de rembobiner le film et de se rappeler les déclarations des uns ou des autres. Le président Macron louant la clairvoyance d'Abdelmajid Tebboune. C'est Tebboune qui a tenu à ce que notre confrère soit retenu en Algérie. C'est le président lui-même, paraît-il, qui est intervenu. C'est notre ministre des Affaires étrangères Barrot allant se prosterner aux pieds du président et louant sa sagesse. Et tous ces gens, c'est l'ambassadeur de France à Alger allant déposer une gerbe au cimetière des martyrs sur la tombe de Larbi Ben Medil qui était le chef du FLN à Alger. Ce qui était extravagant, toutes ces concessions pour rien. Écoutons Noëlle Lenoir ce matin avec Dimitri Pavlenko sur Europe 1. Nous, ce qu'on dit en ce qui concerne le comité de soutien, c'est que nous sommes ulcérés. Nous sommes ulcérés par l'attitude du gouvernement algérien qui n'a rien à gagner, ni sur le plan européen, où il y a un accord d'association dont la révision est suspendue à l'évolution du comportement de ce gouvernement, oui. Ni vis-à-vis de la France, oui. Puisqu'il y a quand même un paradoxe qu'il faut souligner à votre antenne, c'est que d'une part, l'Algérie, le gouvernement algérien est en train de monter la population contre la France et veut pratiquement criminaliser l'usage du français. On en est là. Et par ailleurs, les jeunes Algériens ne rêvent que d'une chose, c'est de venir en France, qui est la voie ouverte à la liberté, le chemin de la liberté. Arnaud Benedetti, écoutez ce qu'il a dit également. Ah non, me dit Marine Lançon.